Bienvenue chez Ask Stago, le podcast fournissant des réponses d'experts à vos questions d'experts en hémostase. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ask Stago. Je suis Audrey Carlo et je suis ravie d'animer cette nouvelle émission aujourd'hui avec Dana Hazard. Nous allons parler aujourd'hui d'un type particulier des tests d'hémostase, les tests dits viscoélastiques, réalisés sur le sang total du patient. Bien qu'il existe de nombreux noms et abréviations différents pour cette catégorie de tests, souvent en lien avec les noms commerciaux d'ailleurs, pour les besoins de la conversation, aujourd'hui nous parlerons des VET ou VET. Dana, peux-tu nous en dire un peu plus sur notre invité ? Aujourd'hui, nous sommes heureuses d'accueillir Hubert Davenel, qui est spécialiste support clinique chez Stago Biocare, une société du groupe Stago et qui, par le passé, était IADE, c'est-à-dire infirmier anesthésiste. Son parcours et son expertise vont nous être précieux aujourd'hui. Bonjour Hubert. Bonjour Dana, bonjour Audrey, bonjour à tous. Bonjour Hubert, sans plus tarder, commençons par notre première question. Pourrais-tu, s'il te plaît, expliquer ce qu'est un VET et quelle est sa place dans le paysage du diagnostic in vitro ? Alors le VET, ou test viscoélastique, c'est une méthode d'analyse hémostatique qui est faite sur un échantillon de sang total. Ça permet d'obtenir une vue globale de l'hémostase ex vivo et c'est généralement réalisé au plus proche du patient. C'est ce qu'on appelle un POC, un point of care. La première description de cette technologie, elle date d'il y a longtemps, ça a été fait en 1948 et ça a été fait par Arte. Il parlait, lui, de thromboélastographie à l'époque. Donc c'est une technologie, en fait, qui évalue le changement des propriétés viscoélastiques physiques du caillot au cours de sa formation. Le tout, c'est rapporté sous forme de courbe pour chaque phase de la coagulation. En fait, ça part de l'initiation de la formation du caillot jusqu'à la polymérisation de la fibrine. Le caillot, à ce moment-là, il atteint sa fermeté, sa rigidité, on parle aussi de sa fermeté maximale. Puis viendra sa lyse naturelle ou sa lyse pathologique. Et à chaque phase de la coagulation formée par une courbe correspond un paramètre qui est propre à chacune des plateformes de test. C'est fascinant Hubert. Le VET est donc réalisé sur des échantillons de sang total, ce qui permet ainsi d'examiner la contribution des protéines cellulaires ou même leur interaction avec les protéines plasmatiques sur la coagulation. On parle ici notamment des plaquettes, des facteurs de coagulation enzymatique et du fibrinogène. Ouais, c'est exactement ça, Dana. En fait, la fermeté, ou on parlait de rigidité du caillot mesuré, c'est influencé par la présence des globules rouges, donc de ce fait de l'hématocrite. Ces analyses viscoélastiques, elles permettent d'obtenir des résultats qui sont proches de l'hémostase in vivo. Ça évalue l'interaction de toutes les cellules sanguines, c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que ne font pas les tests traditionnels qui sont réalisés sur du plasma, eux. C'est vrai pour les profils hypo et même hypercoagulables. Alors, en pratique, les tests viscoélastiques permettent de détecter rapidement une coagulopathie chez les patients hémorragiques. Et ça permet de traiter spécifiquement avec les bons produits, comme on disait, donc du plasma frais congelé s'il y a un défaut de facteur de coagulation enzymatique, de concentré de fibrinogène si on observe une faible contribution du fibrinogène à la rigidité du caillot. Même chose pour les plaquettes, en cas d'une faible contribution des plaquettes à la rigidité du caillot. Et il y a aussi l'acide tranexamique en cas d'hyperfibrinolyse. Et Hubert, on sait que chez les patients qui présentent une hémorragie massive, la rapidité et l'adéquation de l'attitude thérapeutique ont un effet direct sur le résultat obtenu, le coût et la qualité globale des soins finalement. C'est exactement la raison pour laquelle la réalisation d'un test viscoélastique au chevet du patient, c'est largement utilisé dans les services de chirurgie cardiaque notamment, un peu en transplantation hépatique, en traumatologie ou encore en obstétrique. Ça permet d'identifier les causes de la coagulopathie ou les causes du saignement. Donc ça permet aussi de guider la transfusion des produits sanguins labiles ou des médicaments dérivés du sang. Il y a plusieurs études d'ailleurs qui ont compris des essais randomisés contrôlés et qui ont montré que la mise en œuvre d'algorithmes de transfusion qui sont basés sur les résultats des tests viscoélastiques sont associés à une réduction globale de la quantité des produits sanguins transfusés et puis évidemment des coûts associés. Et c'est une excellente prise de contact que tu nous permets d'avoir là avec les tests viscoélastiques. Ceci semble donc finalement être essentiel pour la gestion des saignements critiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les situations où ces tests peuvent être utilisés, Hubert ? Alors, en moins de 10 minutes, ça va être compliqué, mais je peux vous rapporter à la revue scientifique et médicale qui s'appelle Transfusion. Il y a un numéro spécial
d'octobre 2020 qui permet de faire le tour des technologies utilisées dans les tests viscoélastiques et qui permet de savoir les utilisations cliniques possibles. Et si tu pouvais résumer juste rapidement cette édition spéciale pour nos auditeurs, leur donner envie. Il est question de tous les contextes cliniques où il y a des hémorragies critiques qui se produisent et qui peuvent être gérées avec les tests viscoélastiques avec succès, comme la chirurgie cardiaque bien évidemment, mais je vous le disais tout à l'heure aussi, la traumatologie, important, la transplantation hépatique et même toutes les transplantations et le contexte obstétrical. Il y a aussi une revue qui a été faite par des experts sur les principes de base des tests viscoélastiques et les forces, les faiblesses de ces tests par rapport aux tests de coagulation traditionnels. C'est un numéro vraiment intéressant. Oui, alors la plupart des preuves de l'utilité clinique des tests viscoélastiques, elle provient d'essais randomisés contrôlés qui sont réalisés surtout dans le contexte de chirurgie cardiaque chez l'adulte. Et à ce propos, il y a une méta-analyse qui a été publiée fin 2020 et faite sur 7 essais randomisés qui inclut plus de 1000 patients et qui ont comparé les résultats d'algorithmes de transfusion qui sont guidés par les tests viscoélastiques versus des algorithmes de transfusion qui sont basés sur une attitude clinique plus conventionnelle, on va dire plus classique. Et l'analyse a démontré que l'utilisation des tests viscoélastiques chez les patients en chirurgie cardiaque réduisait l'exposition aux produits sanguins halogènes. Ça permettait aussi d'avoir des saignements post-opératoires moins importants et surtout des reprises chirurgicales moins importantes. Il semble vraiment donc que ces tests aient à la fois une utilité clinique et un vrai avantage organisationnel et économique. Est-ce que ce type de test fait partie aujourd'hui des actes de soins courants? Alors en fait, c'est pas encore la norme en matière de soins. Il y a de nombreux hôpitaux qui n'utilisent pas systématiquement les tests viscoélastiques. Il y en a certains qui l'utilisent pas du tout même. En fait, même lorsqu'il est disponible dans l'hôpital ou dans la clinique, il est parfois sous-utilisé à mon avis. C'est notamment le cas dans les centres où seulement quelques spécialistes, quelques experts savent faire fonctionner l'appareil ou savent l'interpréter. Cela semble assez curieux que les tests viscoélastiques soient sous-utilisés et parfois même pas du tout, quand on voit les preuves réelles de leur avantage. Sais-tu pourquoi c'est le cas? Bon, on a dit que les tests viscoélastiques sont utilisés depuis plus de 20 ans, mais le test viscoélastique, il n'a pas encore pris toute sa place, je crois. Il y a beaucoup d'utilisateurs qui m'ont dit que l'interprétation clinique des résultats avec les outils traditionnels, c'est assez complexe. Il y a aussi l'emplacement de l'appareil qui est crucial, au chevet du patient ou dans le laboratoire, comme on le voit assez souvent en fait. Alors l'emplacement, il a des répercussions sur la personne responsable de la maintenance et du contrôle de la qualité de l'appareil, mais aussi sur la possibilité d'utiliser l'appareil dans des contextes d'urgence spécifiques. Et là, c'est l'argument du gain de temps qui est fort pour pas dire essentiel. Mais j'imagine qu'en plus de 20 ans, la technologie a évolué, qu'il y a eu des innovations qui ont permis d'atténuer les problèmes de la place du dispositif dans l'organisation, entre le laboratoire et au chevet du patient, et puis même l'interprétation du résultat. Quels sont les progrès qui ont été réalisés récemment et quels sont les défis qui restent à relever selon toi, Hubert? La première chose et la chose la plus importante ça a été l'introduction de cartouches de réactifs qui sont prêtes à l'emploi. Elles peuvent être stockées à température ambiante en plus. Tout ça, ça a considérablement simplifié le fonctionnement. Ça élimine le pipetage manuel des réactifs et ça facilite l'adoption de ces tests viscoélastiques par les équipes cliniques qui sont au chevet du patient. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la complexité de l'interprétation des courbes, c'était considéré comme l'un des principaux obstacles à la mise en œuvre à grande échelle. Et donc, pour résoudre ce problème, il y a l'un des plus récents appareils de tests viscoélastiques qui est disponible sur le marché, qui lui a choisi d'afficher ses résultats numériques pour chaque paramètre de la courbe sur des cadrans. Et c'est un peu, en fait, comme un tableau de bord de voiture. Ça indique également la plage de référence et les valeurs minimales et maximales que l'on peut mesurer. Ce nouveau système viscoélastique que tu viens de mentionner, Hubert, utilise aussi une technologie originale. C'est bien le cas. Et peux-tu nous en dire deux mots sur quoi se base-t-il? Alors, c'est une technologie brevetée qui est basée sur des ultrasons. On l'appelle SEER en anglais, c'est Sonic Estimation of Elasticity via Resonance. Plus familièrement, on l'appelle sonoréométrie. C'est encore compliqué. Alors, en résumé, c'est des ondes ultrasonores qui sont émises à haute fréquence et qui viennent pousser l'échantillon de sang, puis le font vibrer.
Ces vibrations de l'échantillon, elles induisent des mouvements oscillatoires ultrasonores qui sont mesurés en fonction de leur délai de retour. Et c'est la forme et la fréquence de ces vibrations qui reflètent directement les propriétés viscoélastiques de l'échantillon. Quels sont les avantages de cette technologie? L'une des caractéristiques uniques de la sonorométrie, c'est qu'elle ne nécessite pas de contact physique avec l'échantillon. En fait, elle est basée sur la propagation des ondes ultrasonores, donc il n'y a pas de contact direct. C'est différent des technologies de tromboélastographie et de tromboélastométrie qui existent depuis longtemps. Cette absence de pièces mécaniques mobiles dans l'échantillon, ça permet de détecter facilement des petits mouvements ou des petites oscillations. Donc ça signifie que la formation et la solidification du caillot ne sont pas perturbées. Et ça se traduit surtout par une sensibilité élevée, notamment pour les caillots faibles. C'est ce qui nous intéresse dans des contextes hémorragiques. On appelle ça des caillots faibles ou des caillots mous, qui sont généralement associés au saignement périopératoire. Il y a une autre différence importante avec les technologies viscoélastiques classiques, c'est que la sonorométrie, elle est basée sur des mesures directes des forces de cisaillement du caillot. Alors ces forces de cisaillement, ce sont des forces de mesure absolue de l'élasticité du caillot et qui sont exprimées dans un système international de pression qui est le Pascal. Il semble donc qu'il existe une grande variété d'options pour les hôpitaux lorsqu'ils doivent choisir ou sélectionner une solution de test viscoélastique. As-tu des recommandations sur la meilleure façon d'aborder la question? J'en ai une, c'est prendre la meilleure décision pour vous, pour votre équipe et surtout pour les patients. Eh bien, merci Hubert pour cette conclusion. Alors, il est temps pour nous de clore cet épisode et merci à tous d'avoir écouté et merci encore Hubert d'avoir partagé ton expertise et ton enthousiasme sur le sujet. N'oubliez pas, comme d'habitude, toute la littérature scientifique qu'on a pu utiliser ou évoquer dans ce podcast sera indiquée dans la barre de description. Et n'hésitez pas à nous contacter à notre adresse email ask@stago.com pour challenger notre équipe et proposer un prochain sujet. Merci à tous et la suite au prochain épisode. Merci pour votre écoute. Ce podcast vous est proposé par Diagnostic Astago. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn ou Twitter et de vous abonner à la série de podcasts Ask Astago sur votre plateforme préférée. Diagnostic Astago, Diagnostic is in our blood.